Bonjour et bienvenue dans notre série Nous entrepreneurs. Mon nom est Eliane Hippo, je suis business coach, action coach et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Yann Baer. L'ai-je bien prononcé Yann? Tout à fait, absolument. Qui a fondé la société Wellbe dont il va nous parler aujourd'hui. Bonjour Yann, bienvenue sur notre antenne. Merci, bonjour Eliane. Alors première question, si tu me le permets, c'est est-ce que tu peux nous parler de ta vocation de chef d'entreprise? Comment est-ce que t'es venu l'idée de te lancer et c'est quoi ton parcours? Alors, mon parcours d'entrepreneur, finalement, il est né assez tard puisque j'ai eu une activité salariée pendant quasiment 25 ans, 27 ans. J'étais diplômé d'une école de commerce. Après, j'ai fait tout mon parcours dans des produits de grande consommation, des fonctions de directeur commercial, directeur marketing. Et puis, je me suis rendu compte à chaque fois que je progressais dans mon parcours et que j'ai multiplié les expériences, que je restais de moins en moins longtemps dans mes expériences. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait un ressort qui se cassait avec les expériences que je multipliais et j'avais envie de vraiment créer la mienne. Donc, du coup, j'ai créé Wallby en 2018. Et l'idée, c'était tout simple, c'est que j'avais besoin d'un dress code pour des réunions, mes rendez-vous, pour ma vie professionnelle, mais j'avais un besoin de liberté aussi énorme et j'allais au bureau à vélo et je me sentais à l'étroit dans mon vestiaire classique. Donc, du coup, comme je fais beaucoup de sport à côté, je me suis posé la question de comment je pouvais solutionner cette idée de redonner plus de liberté à un vestiaire classique. Et donc, en cherchant des matières dans mon vestiaire de sport et puis en cherchant aussi une styliste avec laquelle j'aurais pu commencer à dessiner, l'histoire de Wolby a commencé en fait. D'accord. Alors, une vocation qui est née d'une envie de liberté et qui conjugue en fait ta passion avec le sport, avec un besoin d'être élégant quand on arrive sur son lieu de travail et qu'on a des réunions. C'est cela? Oui, c'est exactement ça. Les piliers de la marque, s'articulent en fait l'ADN de la marque, c'est trois piliers. L'élégance intemporelle, hein, parce qu'il faut un dress code, sans que ça soit très pointu et ni très modeux. La fonctionnalité, parce que je suis très attaché à cette liberté-là. Et puis une ADN aussi éco-responsable, parce que moi, je fais beaucoup de sport sur des terrains de jeu que j'ai envie de protéger. Et donc, je m'étais dit que si je lançais dans la mode, on ferait une mode un peu différente. Donc, l'ADN éco-responsable est le troisième pilier de la marque. Ouais. D'accord. Très bien. Alors, à qui s'adresse Wallby et quel est le client idéal de Wallby? Déjà, est-ce qu'il y en a un? On prend tous les clients qui pourraient être intéressés par la marque, mais le persona, entre guillemets, c'est une personne homme, parce qu'on ne fait encore que de l'homme, qui a des besoins d'élégance ou de dress code et qui a aussi ce besoin d'être bien dans ses vêtements, soit parce qu'il voyage, soit parce qu'il pratique la mobilité à deux roues. Voilà, et qui est engagé un peu dans une ADN éco-responsable. C'est souvent un sportif qui a une pratique sportive, entre guillemets, et qui veut prolonger l'aisance qu'il a dans ses vêtements du week-end dans son vestiaire classique, en fait. Donc, un homme moderne, plutôt urbain, sportif, engagé pour vis-à-vis de la planète et qui cherche à avoir, à être en accord sur sa tenue vestimentaire avec ce qu'il est intérieurement. C'est cela? Exactement, ouais, exactement. On s'est beaucoup posé la question de savoir à quoi servaient les vêtements, au-delà du fait qu'ils nous habillent et il y a quand même une façon d'exprimer qui on est à travers ça, mais on s'est posé la question de savoir est-ce que les vêtements, est-ce qu'on était bien dans nos vêtements, rejaillissaient sur notre bien-être global et nous donnaient plus de confiance. Et donc, voilà, ça, c'est important pour nous. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, il y a le côté aussi, je suis élégant, donc je donne une image de moi importante et nouvelle, qui me donne aussi confiance. Donc, on joue sur ces deux leviers-là. Alors, je suis un homme, si, si, je t'assure, je suis un homme sportif Ah, et je vais à vélo le matin ouais. à mon travail. Où est-ce que je trouve les vêtements Wellby? Est-ce que j'ai des points de vente, des relais? Est-ce que c'est uniquement sur Internet? Parle-nous un petit peu de la façon dont je peux me procurer le vêtement de mon rêve. C'est un gros enjeu quand on construit son entreprise. Le go-to-market est hyper important parce que plus tu multiplies les points de vente, plus tu as des contacts avec ta cible, et ça c'est important. Mais plus tu multiplies les points de vente, plus tu lâches aussi une partie de ton bébé et de ton ADN
avec des questions qui se posent sur la maîtrise du discours, la maîtrise du prix. Donc, c'était un gros chantier chez nous et on a choisi finalement de l'intégrer au maximum. Donc, on est né sur le digital. On voulait créer au départ une DNVB, une Digitally Native Vertical Brand, donc une verticale intégrée avec la fabrication, le marketing, la distribution. Et donc, on est né sur le digital avec un site internet et puis on s'est rendu compte qu'on vendait du textile, que les gens avaient besoin de l'essayer, de toucher, d'autant qu'on pratique, nous, des matières qui sont assez spécifiques pour un vestiaire classique. On a, par exemple, beaucoup de mérinos. 95% de nos tissus sont en mérinos. Et quand on parle aux gens d'une chemise en mérinos, ça ne leur parle pas de façon évidente. Ils comprennent que leur première couche, quand ils vont au ski, est en mérinos et ils voient ce que c'est. Mais une chemise en mérinos, un pantalon en mérinos, c'est compliqué. Donc, ce besoin de toucher, d'être kinesthésique, a fait rentrer la nécessité d'avoir une brique physique. Donc, en plus du site Internet, on a multiplié ce qu'on appelle des pop-up, donc des magasins éphémères dans Paris, parce qu'on a l'objectif de s'installer. Donc, on a testé différents quartiers. On est allé tester des magasins éphémères dans le Marais, vers Opéra, autour du Faubourg Saint-Honoré. Et puis le printemps Haussmann nous a repérés, nous a donné la possibilité de nous installer chez eux, donc à travers un pop-up et puis après toute une collection. On a passé tout l'été, tout l'hiver 2022 chez eux. Et puis on s'est rendu compte qu'il fallait cette brique physique et qu'il était important pour nous de l'intégrer parce qu'on est sur un positionnement hybride à la fois l'élégance, mais aussi la fonctionnalité. Et il était difficile de le théâtraliser dans un magasin éphémère et encore plus dans un printemps Haussmann où le merchandising est très linéaire. Donc, on a ouvert une boutique le 2 septembre dans le quartier d'Opéra de Paris. Donc, c'est une première possibilité de nous rencontrer en plus du site Internet. Ça, c'est super, parce qu'effectivement, la matière et le fait de pouvoir essayer est probablement un facteur satisfaction pour ton client. Alors, ton client idéal, tu viens de nous le décrire. Est-ce qu'il y a un futur client idéal? Est-ce qu'il y a quelque chose un développement? Alors, je sais que vous venez d'ouvrir une boutique, donc il y a déjà la première marche, mais est-ce qu'il y a une prochaine étape prévue pour 2024, Yann? Oui, il y en a. Et en fait, l'intérêt de la boutique, c'est que ça nous offre plein de possibilités d'aller au contact de ce client-là. Donc, d'abord, au-delà du fait de pouvoir lui faire essayer, c'est une façon pour nous d'infuser l'histoire et puis de connaître encore mieux ce client et de connaître encore mieux ses pratiques et aussi ses attentes. Et donc, on a une problématique chez Welby, c'est que on est jeune et que lancer une nouvelle collection, ça demande des besoins en trésorerie importants. Et on a quasiment 45% de nos clients qui sont très fidèles à la gamme et qui ont déjà quasiment fait le tour de notre vestiaire. Donc, on vient de lancer, et c'était notre brique dans notre développement, la possibilité de faire de la fabrication à la demande. Donc, c'est-à-dire que en 4 semaines, un client peut venir chez nous, choisir ses tissus, choisir une pièce, et 4 semaines après, il reçoit une pièce construite sur mesure avec les tissus qu'il a choisis. Et donc, ça, c'est une brique intéressante pour nous parce qu'elle nous permet de fidéliser des clients qui ont déjà pratiqué notre vestiaire à la marque. Et puis, c'est une façon pour eux de co-créer un vêtement. C'est vraiment super rigolo. On s'assied à côté de notre client et on choisit ensemble la pièce qu'on veut construire. On choisit notre tissu, les finitions et le client a l'impression de porter une pièce unique. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on lance dans les jours qui viennent et c'est amené à se développer sur 2024. C'est une idée fabuleuse parce qu'effectivement, là, c'est quelque chose qui est vraiment euh, très personnel, avec un moment qui est un moment privilégié. Alors, une question, est-ce qu'il y a une fausse idée, une croyance que tu aimerais balayer à cette antenne, une croyance sur ton secteur d'activité? Alors, oui, mais j'aimerais en balayer une parce que dans mon parcours de produits de grande consommation, j'ai finalement très peu touché au textile. J'ai dirigé une filiale de collants en France de la marque Golden Lady, mais c'est ma seule incursion dans le textile. Et donc, quand je me suis lancé dans cette aventure entrepreneuriale, l'idée de la feuille blanche, moi, me paraissait hyper intéressante et je suis toujours motivé par ça. Et en débarquant dans l'univers du textile, je m'étais dit, ça doit être un univers assez poussiéreux où les pratiques ne sont pas encore à la hauteur de celles que j'ai pu connaître dans des boîtes de produits de grande consommation très marketées. Et finalement, c'est complètement faux. Donc ça, c'est une idée que je veux vraiment balayer
Les interlocuteurs que j'ai pu rencontrer en termes de façonnage, donc les ateliers ou les fabricants de tissus, sont des personnes qui sont très pointues dans leur pratique, qui sont capables de partenariats poussés. Et ce n'est pas du tout l'image que j'avais de ce secteur-là. Donc, Eh bien, on peut la balayer d'un revers de manche aujourd'hui. ah bah écoute, je te remercie et visiblement ça a été une excellente nouvelle pour toi parce que tu t'attendais à devoir te battre et non finalement c'était des gens Exactement. beaucoup plus ouverts et beaucoup plus modernes que tu as rencontrés. Super. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à nos interlocuteurs qui s'interrogent, qui se demandent si se lancer dans l'entrepreneuriat c'est si idyllique on l'imagine et on le promeut? Un conseil, il y en a beaucoup. Moi, je dis allez-y parce que moi, je suis ravi de l'aventure que je mène. Elle m'apporte une liberté énorme. Après, il faut savoir que la liberté n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et ça, c'est important, c'est une donnée fondamentale. Moi, j'ai voulu me lancer dans cette aventure-là en ayant une liberté financière la plus grande possible. Donc, j'ai vendu mon appartement pour financer les premiers besoins de construction de collection. Donc, ça m'a apporté une liberté financière importante. Le conseil, c'est vraiment d'y aller. Les difficultés que j'ai eues, moi, aujourd'hui, c'est l'ambivalence entre l'entrepreneur qui a pour nécessité de s'engager pleinement dans son projet parce que si lui n'y croit pas, ben, personne n'y croira à sa place. Et puis, la nécessité aussi, parallèlement, d'avoir des indicateurs clairs pour piloter son activité et savoir à des moments dire ben non, là, j'y vais pas parce que malgré mon enthousiasme, j'ai un feu orange ou j'ai même un feu rouge. Et donc, voilà, c'est cette ambivalence entre le courant important pour y aller et puis la nécessité d'avoir quand même la main sur des indicateurs assez clairs. Oui, pour pouvoir effectivement voir arriver les choses avec un petit peu d'anticipation. Est-ce qu'il Exactement. y a quelque chose dans ton parcours d'entrepreneur quand tu t'es lancé où tu t'étais dit, tiens, ben, ça finalement je le maîtrise et puis il y a eu une surprise. Alors je vais peut-être reformuler ma question. Quel a été ton plus gros apprentissage en tant qu'entrepreneur? Quelque chose auquel tu ne t'attendais pas? Une surprise. Au-delà de la... Là, on va pas parler de compétences, de savoir-faire, parce que là, j'ai découvert un nouveau secteur, donc avec Ça fait passer. plein de nouvelles, plein de nouvelles compétences que je maîtrisais pas forcément ou que voilà, j'avais pas, comme le digital, par exemple, c'est quelque chose dont j'étais pas un spécialiste et j'en suis devenu un au fur et à mesure. Mais en termes de savoir-être, c'est la capacité à raconter l'histoire de son entreprise. Ça, c'est hyper important. Et ça, c'est une vraie surprise. C'est la nécessité de devoir embarquer, de créer de la motivation, de créer un courant important pour fédérer autour de la marque. Ça, c'était, même si j'avais pratiqué pour d'autres marques, mais porter la sienne, c'est effectivement une vraie surprise. Ça demande des épaules un peu plus larges que celles que j'imaginais. D'accord. Alors effectivement, on parle toujours de la vision, où va l'entreprise, quelle est la mission de l'entreprise. Et plus c'est clair, effectivement, pour les gens qui t'entourent et pour tes clients, finalement, et plus le rapprochement avec la marque est facilité. Alors, une dernière question, Yann, si tu me le permets, est-ce qu'il y a une question justement que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Là, tu vois, tu peux partir dans toutes les directions. C'est vraiment la tribune ouverte. Écoute, non, parce que le domaine est très vaste, mais la question que tu ne m'aurais pas posée, euh, c'est est-ce que les envies que tu avais au départ sont toujours celles que tu as aujourd'hui? Ce pourquoi tu as créé la boîte, est-ce que c'est Allons-y. toujours ce qui te fait avancer aujourd'hui? Parfait, impeccable. Je la note pour plus tard. Vas-y, réponds-nous Voilà. à cette superbe question. Ben, écoute, tu demandes que j'y réponde, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, Ouais, absolument. Maintenant que tu te l'es posée. ouais, ouais. Ben non. Ben non, les envies de départ sont plus celles qui me motivent aujourd'hui. Tu parlais il faut savoir où on va avoir un horizon en fait, ça Oui, c'est important.
mais le parcours d'un entrepreneur fait que on a des hauts, des bas et on a aussi beaucoup de pivotage à des moments donnés. Et ce pourquoi j'avais construit la marque reste toujours là. Mhm. Mais ce qui me motive à savoir redonner de la liberté aux gens reste là. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de problématiques et j'ai moins d'enthousiasme. Je me confronte à beaucoup plus de petits grains de sable terre à terre qui me poussent à me poser 50 000 questions qui m'éloignent de mon horizon. Même si aujourd'hui, j'ai toujours ce cap-là, je suis beaucoup plus dans la gestion court terme et moyen terme que dans la projection long terme, ce que j'aurais aimé pouvoir garder de façon encore plus importante. Ah oui, effectivement, le quotidien dans une entreprise, ce n'est pas un long fleuve tranquille comme on a Non, l'habitude de le dire, c'est une multiplication en fait de petits obstacles à surmonter, voire de gros obstacles. Et à ce moment-là, il vaut mieux les contourner. Et il y a des stratégies pour ça. Merci beaucoup, Yann. mais de Merci rien. Merci, Eliane. que tu nous as accordé, de ton sourire, de ton enthousiasme quand même. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'enthousiasme et je le félicite et je le C'est salue. gentil. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Eliane. À très bientôt, chers Bonne amis journée. auditeurs. Au revoir. À très bientôt, Yann. Au revoir.